Et vous pourrez poser des questions à la fin sans aucun problème. On laissera largement le temps pour le débat. Hein ? Bien, je tiens à remercier toutes les personnes qui nous ont aidés à organiser cet événement. En premier lieu, Rudiger Stéphane, hein, qui est notre vice-président à la Maison de l'Europe et qui est en même temps ancien président de la fédération, de la Fondation européenne de la culture. Voilà, il nous a aidés à organiser ce débat. Et nous remercions également le Conseil général du Gard qui nous a prêté cette magnifique salle. Monsieur Juan Martinez devait être là pour accueillir notre invité, mais il ne pouvait pas rester plus longtemps parce qu'il a un emploi du temps très chargé. Donc voilà pour les remerciements. Donc maintenant, je vais laisser la parole à Daniel Cohn-Bendit. Faites comme chez vous. Comme chez vous. D'accord. Bonsoir. Donc, ça, c'est la première fois que je viens dans un meeting où on annonce un député européen non candidat. Alors, je me demande ce que vous faites ici, d'ailleurs. Pourquoi vous êtes venu voir un non candidat? Mais bon, il paraît que c'était un tel pataquès. Bon, je m'excuse pour le pataquès. Je m'excuse pour toutes les difficultés qu'ont eu les organisateurs avec toutes les tendances politiques. Et puis je m'excuse parce que je suis de mauvaise humeur. Et je suis de mauvaise humeur parce que maintenant, depuis 2 jours, j'arrête pas de parler avec des journalistes et ça commence à me gonfler. Non pas de parler avec les journalistes, j'adore parler avec les journalistes, mais le type de questions qu'on me pose. Alors par exemple, on me pose une question en disant « Oui, mais quel est le rôle du Parlement européen ?» Alors je dis « Le Parlement européen est législateur, il est co-législateur avec le Conseil européen, donc vous avez les gouvernements et vous avez le Parlement européen, ce sont les députés élus au suffrage universel. » Non, 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 les lois sont faites par la Commission. Me disent les journalistes, je dis bon, vous devriez retourner à l'école d'abord. La Commission ne fait aucune loi, elle propose des lois. Elle a le pouvoir de proposition de lois, mais les lois sont votées au Parlement et pas en codécision avec le Conseil européen, donc les représentants des gouvernements. Ça, c'est déjà énervant, parce que avant de pouvoir répondre sur ce que vous voulez faire ou pourquoi c'est important de participer à une élection européenne, vous devez d'abord expliquer aux journalistes quelle est la situation de la démocratie européenne. Et puis, après, on est confronté à un truc complètement bizarre, comme s'il n'existait en France que Marine Le Pen. Donc, dit oui, mais vous comprenez, les Français en ont marre de l'Europe, les Français, et d'ailleurs, Marine Le Pen. J'ai dit, écoutez, d'accord, elle va faire 20, 22, 23%, mais il y a quand même 77% des gens qui ne vont pas voter Marine Le Pen. Donc, vous ne pouvez pas dire qu'aujourd'hui, la réalité de la France, c'est simplement les mirages que propose Marine Le Pen. Donc ça commence. Et puis les discussions continuent. Je me suis énervé contre le Nouvel Observateur qui me téléphone aujourd'hui. Il me dit, on va faire un numéro spécial Europe, le procès de l'euro. Je lui dis, mais pourquoi vous ne faites pas le procès des eurosceptiques ? Pourquoi le procès de l'euro? Oui, mais vous comprenez le climat actuel. Je dis, mais vous me cassez les pieds avec le climat actuel. Vous faites vous-même le climat et après vous dites le climat actuel. Enfin, comme si aujourd'hui le seul moyen de débattre de l'Europe, c'était de suivre un peu, des vibrations qui existent, c'est-à-dire, le procès de l'euro, donc c'est l'euro qui est la cause de tous nos malheurs. Puis on continue. Oui, mais vous comprenez l'austérité. Par exemple, le fait que l'Europe ne veut pas que la France fasse des déficits. J'ai dit, mais calmez-vous.
si le problème pour vous, c'est les déficits, la France va bien. Ça fait 40 ans que la France a toujours eu des déficits entre 3 et 6%. Donc la France devrait avoir aucun problème. Ah mais non quoi? Ah c'est comment on dépense l'argent? Ça c'est un autre débat. C'est-à-dire le débat de savoir si aujourd'hui les déficits accumulés, ce sont les dettes pour nos enfants. Il n'y a pas de magiciens à la fin qui vont dire mais non voilà, les dettes on va les supprimer, etc. Donc je veux dire, ce qui m'énerve c'est qu'on pose mal les questions. Donc ce soir je vais essayer qu'ensemble au moins on les pose bien. Puis après vous ferez ce que vous voulez. Le 25 mai vous voterez pour José Bové. Pardon, j'ai oublié ton nom. Virginie Rosière, voilà, donc socialiste, etc. Vous voulez comme vous voulez. Hein. Donc, c'est pas parce que je suis Europe Écologie que je crois qu'on ne peut voter que pour Europe Écologie, même si, évidemment, moi, j'irai voter pour Europe Écologie. Bon, voilà. Donc, j'ai fait ma minute de propagande, hein, et la chose est réglée. Alors, parlons de l'Europe. Pour moi, c'est simple. L'Europe est un miracle. Et je crois qu'avant de partir sur une diatribe pour dénoncer l'Europe, je dis l'Europe est un miracle. L'Europe a créé un espace politique où la guerre est devenue impossible. Oh là là, voilà, il revient avec la guerre, mais ce sont de vieilles choses. Quoi, c'est vieux? L'Ukraine, c'est pas loin. Les Balkans, c'est pas loin. On fait comme si la guerre aujourd'hui était quelque chose qui n'existait plus. Ce n'est pas vrai. C'est parce que nous avons cet espace européen que quand il y a des problèmes entre les États, et il y en a en Europe, eh bien tout est possible, sauf justement la guerre. Moi je vais vous donner un exemple. Attendez, non, pas de striptease, mais il fait chaud. Hein? Donc je vais vous donner un exemple. Quand pour la première fois j'ai été élu au Parlement européen, c'était en 1994, il y avait un débat en plénière sur la pêche. Je ne comprends rien à la pêche. Enfin, à l'époque, maintenant j'ai appris, José m'a appris, d'autres m'ont appris, donc madame, mais donc ça m'intéressait. Donc je descends en plénière et j'écoute. Alors, celle qui proposait, qui avait le rapport, donc la proposition de loi, c'était une Espagnole, qui était de parti, une ancienne franquiste. Et elle proposait donc une régulation de la pêche. Et j'étais étonné, tous les Espagnols, de l'extrême droite à l'extrême gauche, étaient pour sa proposition. Des communistes, enfin tous ils étaient, c'est la bonne proposition. Puis parle une autre députée qui était socialiste. Elle était française. Et je m'étonne, mais tous les députés français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, étaient pour la proposition française. Donc il y avait un problème de la vision nationale de la pêche entre la France et l'Espagne. Il y a une centaine d'années, comment ça serait réglé? Par les navires français et l'armada espagnole. Aujourd'hui, ils s'engueulent au Parlement européen. Inch'Allah, on a gagné. Alors vraiment, les débats, puis il y a d'autres députés qui s'en sont mêlés. Après est sortie une loi qu'on a changée depuis plusieurs fois. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment, il y a des problèmes entre nos sociétés, mais qu'on a eu l'intelligence de créer un espace politique où on règle ces problèmes d'une manière totalement différente qu'on l'avait réglé il y a une centaine d'années. Et alors, je m'excuse auprès des journalistes qui étaient là à la conférence de presse, mais je vous l'avais annoncé que je le ferai. Je me prends en exemple. OK? Je suis né en 1945. OK? Le 4 avril 1945, j'ai été conçu avec la première possibilité biologique après le débarquement des Alliés en Normandie. Vous êtes 12 des adultes, donc c'est pas classé X. Vous savez, on fait quelque chose et ça dure 9 mois et un enfant naît. OK? Donc, juin 44, la biologie, 9 mois après, avril 45, je suis né. Imaginez qu'à ma naissance, je suis né à Montauban. J'arrive et je commence à parler. Et je dis à mes parents, dans 50 ans,
il n'y aura plus de frontières entre la France et l'Allemagne. Dans 50 ans, le Rhin ne sera plus une frontière. Ça sera un fleuve commun. Mes parents diront, on a un problème. Il parle trop tôt et il dit n'importe quoi. Parce que c'est ça l'histoire. Moi, j'en ai marre de ces gens qui disent « Ouais, la paix, ça suffit, la paix, ça suffit. » Eh bien quoi? C'est extraordinaire. C'est ça ce que j'appelle le miracle. Alors, on a eu d'abord le miracle du Rhin, que le Rhin ne soit plus une frontière. Puis, des années après, avec après l'effondrement du communisme, vous avez le miracle de l'Oder, et vous avez donc des pays qui étaient occupés par les chars soviétiques ont pu rejoindre l'Europe. C'est extraordinaire. C'est une chose quand même qui, historiquement, ne s'est jamais vue. Alors, on est en train de construire maintenant un espace politique et de construire la démocratie européenne. Alors, je sais, tout le monde me parle du déficit démocratique de l'Europe. C'est vrai. Ça ne suffit pas. Seulement, vous, Français, puisque je suis en France, l'identité française, c'est quoi? C'est la Révolution française, 1789, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Bah, formidable, nous les Français, on a fait la Révolution. Quand est-ce que la France est devenue une démocratie? Une vraie démocratie? 150 ans plus tard, quand, en 1945, les femmes, pour la première fois, ont eu le droit de voter. Donc la construction dans l'État-nation de la France, de la démocratie française, a duré plus de 150 ans. Donc quand on me dit qu'après 50 ans, la démocratie européenne n'est pas parfaite, je dis oui, c'est vrai. Et quand je parle en Allemagne, moi ce qui m'énerve avec les Allemands, c'est quand aujourd'hui ils critiquent l'imparfait de l'Europe, ils me disent, ils font comme si les Allemands ont toujours été génétiquement des démocrates. Je leur dis, écoutez, regardez votre histoire quand même. C'est quand même un peu plus compliqué que ça, la construction démocratique de l'Allemagne. Et vous pouvez faire ce petit jeu pour tous les pays. Donc, quand aujourd'hui, on nous dit l'Europe n'est pas parfaite, je dis oui. Quand on lui dit que la construction, parce que c'est difficile, ce sont des cultures politiques différentes, ce sont des cultures politiques qui doivent se rencontrer. Et aujourd'hui, nous sommes à un moment où, face à la mondialisation, eh bien, nous avons tous des difficultés. Alors quand on me parle de la souveraineté nationale, je m'excuse, mais face à la mondialisation, la souveraineté nationale est balayée. Elle n'existe plus. Alors vous me dites, il exagère. Eh bien, je prends un exemple au hasard. Alstom. Au hasard, hein. J'y peux rien. Quoi? C'est General Electric qui va décider, ou Siemens. Alors le problème, c'est pas de dire quel est le capitalisme le plus gentil. Est-ce que c'est General Electric ou c'est Siemens? Non. Le problème, c'est de savoir pourquoi Alstom, l'État français, il y a une dizaine d'années, a quand même sauvé déjà Alstom. Pourquoi Alstom n'y arrive pas? C'est quand même une question intéressante. Et deuxièmement, quel est le projet? Quels sont les projets qu'il puisse y avoir derrière? Vous pouvez avoir un projet, un pôle européen de l'énergie et un pôle européen des transports. Un pôle européen des transports, ce n'est pas simplement les TGV, ce sont aussi les tramways. Demain, dans toute l'Europe, dans toutes les villes d'Europe de moyenne importance, que ce soit Nîmes ou que ce soit des villes à l'est de l'Europe, etc., le tramway devient un des moyens de locomotion le plus important des transports publics. Parce qu'évidemment, pour beaucoup de villes, le métro, c'est beaucoup trop cher. Eh bien, comme on a fait Airbus, pourquoi on ne fait pas un grand projet européen des transports et de l'énergie? On peut mettre de côté, je ne veux pas faire le débat maintenant sur le nucléaire. Hein? Bon, tout le monde sait que moi, je ne suis pas particulièrement favorable au nucléaire et que Siemens, aujourd'hui, vu la décision des Allemands de sortir du nucléaire, a complètement raboté sa filière nucléaire, mais il y a toute la filière de l'énergie renouvelable, des turbines, etc., où Alstom et Siemens pourraient aller ensemble, et sur les transports comme le TGV et les tramways aussi. Donc, quelle est la différence entre General Electric, qui aujourd'hui peut peut-être mettre plus d'argent, et Siemens? C'est que d'un côté,
vous pouvez définir un projet industriel européen qui nous permettra de surmonter nos crises face à la mondialisation, ou un projet industriel qui ne sera défini que par les intérêts de General Electric qui sont définis autre part qu'en Europe. Donc pour nous, et alors si vous prenez Siemens, eh bien vous pouvez alors demander aussi bien à l'État français mais surtout à l'Union européenne d'investir dans le pôle industriel européen formé par Alstom et par Siemens. Voilà la différence. Voilà le problème qu'on a. Parce que le problème qu'on a en France, que vous avez, qu'on a, que les Français ont, c'est le problème du déficit de l'évolution industrielle de ce pays. Ce pays a raté tous les virages de la modernisation industrielle. Alors vous allez dire, mais c'est pas vrai. On a Airbus, amen. On a les centrales nucléaires, amen. Et après, on m'a dit, on a le TGV. Et déjà, ça devient plus difficile depuis 2 semaines. Parce qu'on ne l'a même plus. Donc, je veux dire par là, mais c'est pas ça. La modernisation industrielle des pays, ce sont les petites et les moyennes entreprises. C'est la capacité d'avoir un tissu industriel dans le monde d'aujourd'hui et non pas simplement de gros mastodontes industriels qui cachent la forêt des difficultés de tout le tissu industriel, par exemple en France, comparé à l'Allemagne. Alors vous allez me dire, oui mais l'Allemagne, arrête, c'est un pays profondément inégalitaire. Juste, l'Allemagne est un pays profondément inégalitaire, mais aussi magistralement efficace. La France est un pays profondément inégalitaire et magistralement inefficace. Donc il faut qu'on essaye de voir comment on va se sortir de ce dilemme. Je ne dis pas reprendre l'exemple allemand, je dis simplement que si nous voulons sortir de la crise et des crises auxquelles nous sommes confrontés, c'est quoi les crises? C'est la crise financière, qu'on a vue, la crise économique et la crise écologique. Donc toutes ces 3 crises, nous n'en sortirons pas nationalement. Et c'est là où vous pouvez opposer dans le débat au mirage proposé par le Front National, par exemple, un autre projet. Parce que le Front National, sa proposition, elle est très simple. On sort de l'euro, on sort de l'Europe, on fait un bras d'honneur à la mondialisation, on ferme les frontières et vive la France. Ouais, mais dans 30 ans, la France, telle qu'elle existe aujourd'hui, eh bien, dans le monde, elle aura la même influence que le Luxembourg en Europe aujourd'hui. Alors, on peut vouloir devenir le Luxembourg. C'est un petit pays riche, égoïste, où on vit bien, mais je ne sais pas si c'est ça le projet qui est absolument fascinant pour les Français et les Françaises. Pourquoi? Parce que justement, dans 30 ans, aucun État européen, aucun État membre de l'Union européenne, je dis bien aucun, donc y compris l'Allemagne, aucun, ne fera partie des grandes puissances industrielles. Aucun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on n'aura plus de souveraineté. Et la souveraineté, c'est quoi? La souveraineté, c'est la liberté. C'est la liberté de concevoir notre avenir, de construire notre avenir. C'est ça la souveraineté. Eh bien, si nous voulons être maîtres de notre avenir, dans notre vie, eh bien, nous n'y arriverons que par une souveraineté partagée, ce qui s'appellera les États-Unis d'Europe. Oui, je suis un défenseur des États-Unis d'Europe. Alors voilà, il y en a déjà qui disent, mais là, il est complètement dingue. Il est complètement dingue. Qu'est-ce que c'est que cette histoire, les États-Unis d'Europe? Regarde un peu tous les problèmes qu'on a aujourd'hui. Comment veux-tu aller plus loin dans la construction européenne? Pour une simple raison. C'est que nous allons être confrontés de plus en plus dans des crises. Prenez la crise financière, la dernière crise financière. Alors vous avez la gauche et la droite, l'extrême gauche et la droite française qui ont toujours eu dans la construction une critique. C'était l'indépendance de la Banque centrale européenne. C'était, vous voyez bien que c'est un espace néolibéral. Cette banque centrale, elle est indépendante, donc elle fait ce qu'elle veut, elle fait ce que veulent les banques. D'accord, on verra. D'abord, l'Europe est quand même l'espace politique le plus redistributif qui existe. Les fonds structurels, la politique agricole commune.
c'est une politique de redistribution. Alors José va me dire, oui, mais elle est mal faite, la politique agricole commune. Oui, elle est mal faite. Mais qui veut qu'elle soit mal faite? Ce sont les États membres, ce sont des gouvernements élus par les citoyens européens. C'est pas comme ça la Commission qui décide toute seule. C'est une majorité du Parlement européen qui refuse justement une autre politique agricole commune. Le problème, c'est pas pour ou contre la politique agricole commune, c'est quelle politique agricole commune. Et quand José propose dans le débat de plafonner, par exemple, de plafonner ce que paye l'Europe aux différents producteurs, donc il avait proposé à 100 000 euros, ce sont les gouvernements, c'est la majorité du Parlement qui a refusé. Ça veut dire quoi? Eh bien que la politique agricole commune, aujourd'hui, est pour tout bénéfice pour les gros, et que ce sont les petits agriculteurs qui ont toutes les difficultés. On pourrait faire autrement. Mais ça dépend des majorités politiques, par exemple, qu'on va retrouver au Parlement européen. Malheureusement, le PS n'a pas très bien voté là-dessus au Parlement européen sur le plafonnement, rien que pour que tu prépares après ta réponse, hein, et que sur la pêche non plus, c'était pas formidable. Mais bon, ça arrive à tout le monde, c'est comme ça. Hein. Sans parler de l'UMP et des autres. Hein. Voilà. Donc, pourquoi j'explique cela? Parce que je crois que justement, pour reprendre la Banque centrale européenne, quand il y a eu la crise financière, eh bien, la Banque centrale a décidé toute seule, d'abord Trichet et après renforcée par Draghi, justement aujourd'hui de bloquer les déficits souverains et donc de permettre la machine à fonctionner en mettant de l'argent dans le circuit. Alors vous allez me dire, oui, mais ce sont les banques qui en profitaient. C'est trop simple. Parce que dans les banques, il y avait aussi tous les avoirs de tous les citoyens. C'est pas vrai qu'une banque, c'est simplement l'avoir des gros, oui, les gros, mais il y a aussi des millions et des millions de citoyens européens qui avaient des avoirs dans les banques. Et la Banque centrale a décidé donc de mutualiser d'abord la dépense européenne ou la défense, disons, de la finance européenne contre qui? Contre le gouvernement allemand. Contre le gouvernement allemand qui était absolument contre la politique de Trichet et de Draghi. Et ce qui est intéressant, c'est que le gouvernement allemand, qui a toujours défendu l'indépendance de la Banque centrale, contre, par exemple, en fait, toutes les forces politiques en France, eh bien, vu qu'elle était contre la politique de la Banque centrale, mais vu qu'elle défendait l'indépendance, elle était échec et mat. Elle ne pouvait pas intervenir. Et si nous continuons dans la crise financière, il faudra que l'Europe arrive à une mutualisation de la dette. C'est-à-dire que pour que justement, eh bien, les pays les plus pauvres ne remboursent pas à des taux trop élevés la dette ou même puissent en sortir, il faut une mutualisation de la dette. L'Allemagne est contre, la France dit qu'elle est pour mais elle ne fait rien pour. Et d'autres pays, c'est la même chose. Mais on va y arriver. Mais cette mutualisation de la dette, qui est nécessaire pour que les pays les plus pauvres, pour que l'économie européenne reparte, elle ne sera possible que s'il y a d'un autre côté un budget européen conséquent. C'est quoi un budget européen? C'est un budget national, c'est quoi? Vous avez un budget national qui permet d'équilibrer les inégalités d'une région à l'autre, qui permet de soutenir, si vous avez un gouvernement qui le veut, les plus faibles, etc. Mais si vous avez un budget européen qui est 1% du produit intérieur brut, 1% du produit intérieur brut, qui fait à peu près 100 milliards. Aux États-Unis, le budget fédéral des États-Unis, c'est, vous le savez, non, mais je vais vous le dire, 27% du produit intérieur brut américain. 27%. Et alors, après, vous pouvez, avec un tel budget, avoir une politique industrielle, une politique sociale conséquente. Mais aujourd'hui, et c'est là où moi je m'attaque à la structure de l'Europe d'aujourd'hui que j'appelle une Europe intergouvernementale. C'est-à-dire une Europe où ce sont d'abord les gouvernements qui décident. Quand vous avez
les ministres des budgets nationaux qui se rencontrent pour justement permettre l'évaluation du budget européen nécessaire. Ce sont tous des enfants naturels de Margaret Thatcher. Tous, pourquoi? Parce qu'ils arrivent à la table des négociations avec une phrase. We want our money back. Nous voulons notre argent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune réflexion de l'intérêt commun, du nécessaire européen. Il n'y a qu'une inflexion nationale. On paye trop. Et le summum, c'était par exemple l'Angleterre qui voulait couper le budget européen. Maintenant qu'il y a eu les inondations en Angleterre, eh bien Cameron est venu à la Commission et dit « Nous voulons de l'argent ». Et la Commission, oui, mais vous avez coupé le budget, ça ne fait rien. Il y a une crise majeure en Angleterre, nous avons besoin d'un soutien européen. Et comme ça, vous pouvez expliquer. Donc, nous, quand je parle, moi, des États-Unis d'Europe, et les Verts européens défendent justement la nécessité d'un autre budget communautaire, eh bien, notre idée, c'est d'avoir un budget, c'est très technique, mais c'est très simple, de ressources propres. C'est-à-dire non plus des contributions des États, 1% de leur produit intérieur brut, mais des impôts qui vont directement vers l'Europe. Alors, vous pouvez dire, les 2 premiers points des TVA de tous les pays vont vers l'Europe. Ou alors une autre chose, une taxe sur les transactions financières. Une taxe sur les transactions financières à 0,01%, ça ferait, pour le budget européen, si tous les États y participent, 55 milliards par an. Le budget européen, c'est 100 milliards. Nous avons plus de la moitié du budget européen serait renfloué par une taxe sur les transactions financières. Moi, ma taxe, la deuxième taxe préférée, c'est sur les portables. 1% de chaque mail envoyé en Europe ou de chaque coup de téléphone donné en Europe dirait directement au budget européen. Ça fait entre 25 et 50 milliards. C'est difficile à calculer. Alors vous dire, mais c'est vachement bureaucratiquement, vachement compliqué. Ah non, c'est la chose la plus simple. Quand vous téléphonez, que vous soyez à Orange, SFR, tant que ça existe, ou je sais pas quoi, eh bien, vous avez un coup de téléphone, ça fait clac, 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 et ils organisent, Orange vous dit, ça fait combien, vous avez dépassé votre contrat, etc., vous devez payer plus, etc. Ben, c'est la même chose, chaque coup de téléphone, vous avez 1% qui est directement au budget européen. Et alors, avec un tel budget européen, il faut savoir qu'en période de crise, il y a une banque européenne, la Banque européenne de développement, d'investissement, pardon, la Banque européenne d'investissement, merci. Si vous mettez 10 milliards, eh bien, vous avez un effet levier qui fait que vous pouvez investir 100 milliards. Donc, si vous mettez 50 milliards dans la Banque d'investissement européenne aujourd'hui, vous avez 10 fois 500 milliards pour investir. Alors, investir, c'est quoi? Par exemple, en Grèce. En Grèce, aujourd'hui, la Grèce dépend à 90% de son importation d'énergie, de pétrole. Alors, je sais, vous allez me dire, en Grèce, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de vent, surtout beaucoup moins qu'en Suède, par exemple. Hein? Donc, ça serait très difficile de faire des énergies renouvelables en Grèce. Mais quand même, on pourrait essayer. Vous avez le même exemple pour l'Italie, l'autre pays. Donc, vous pourriez moderniser l'économie, et vous pourriez faire la même chose pour la France, moderniser l'économie en développant les énergies renouvelables et surtout en développant les économies d'énergie, c'est-à-dire en ayant un grand plan d'économie d'énergie en Europe qui boosterait d'un côté, disons, l'industrie ou les petites entreprises qui seraient, elles, justement, à faire dans telle sorte que l'habitat en Europe eh bien, soit plus étanche, donc que vous consommez moins d'énergie. Donc c'est du win-win, comme on dit en Europe. Vous y gagnez tous. Et de cela par un investissement européen. Ce que je veux montrer par là, sans aller dans tous les détails, si vous voulez, après on en discute à tous les niveaux, c'est que la capacité de relancer l'économie, la capacité de réguler la finance, la capacité de protéger les citoyens devant la dégradation climatique,
eh ben, cette capacité est démultipliée si on le fait ensemble au niveau européen que si chaque État essaie pour lui-même. Et c'est pour cela que quand je parle des États-Unis d'Europe, quand je parle de la nécessité d'un véritable budget européen, 5% du produit intérieur brut, c'est-à-dire pas les 27% américains, parce que vous allez me dire, ils ont des soldats, ils font des tas de choses qu'on ne veut pas faire, très bien. Hein, mais quand même, ça ferait 500 milliards. Imaginez la capacité de booster nos économies d'une manière positive s'il y avait ce budget européen. Et c'est là qu'on en arrive, et c'est là comme petite introduction, que je voudrais en finir avec, d'essayer d'expliquer, mais comment peut fonctionner la démocratie européenne. Vous avez aujourd'hui des élections européennes, dans 3 semaines. C'est vrai que les citoyens ne s'y retrouvent plus. Et on me dit, mais quand même, il y aura la participation électorale sera que de 40-45%, etc. C'est vrai, il existe en Europe, et il existe en France, une méfiance face aux politiques. Cette méfiance, ce n'est pas une méfiance simplement face à l'Europe. Vous avez vu que la participation électorale au municipal a énormément baissé. Donc, c'est vrai que les citoyens ne s'y retrouvent plus avec, disons, le comportement des politiques ou l'incapacité des politiques à défendre des politiques ou même expliquer pourquoi ils changent de position. Moi, je rêve d'une démocratie où des forces politiques, dans un débat, non seulement électoral, mais en permanence, proposent quelque chose en disant « mais nous savons très bien quels sont aussi les dangers de nos propositions. Nos propositions, ce n'est pas si vous votez pour nous, tout va bien et tout ira mieux. Non, ce sont des propositions, il y a des risques. Donc si vous votez pour une force politique, quelle qu'elle soit, vous votez pour un projet politique, si du moins les forces politiques en ont, et vous votez pour des risques. Et alors, vous êtes responsable, vous avez choisi un risque et pas un autre, mais vous êtes activement responsable après de votre vote. Seulement, quand on parle politique, on ne parle jamais de risque. C'est vrai qu'aujourd'hui, le risque de ma proposition des États-Unis d'Europe, c'est que la France, avec les autres, ne sera plus simplement responsable des citoyens qui vivent en France, mais sera co-responsable de la vie de tous les citoyens européens. Donc c'est plus difficile. Et vous savez d'ailleurs sur les risques, moi je dis toujours une chose, là, après je finis avec ma propagande écolo, mais un parti politique normal, il vous dit votez pour nous, tout ira bien. François Hollande, mon ennemi c'est la finance, votez pour moi et vous allez voir ce que vous allez voir. On voit. D'accord. Les écoles, et puis Sarko travaillait plus et gagnait plus. Ils ont travaillé plus, mais ils ont gagné moins. Mais c'est la vie, c'est comme ça. Les écologistes, s'ils sont sincères, ils disent « votez pour nous et tout sera beaucoup plus compliqué ». Pourquoi ? Parce que la transition vers une société écologique, un développement durable, c'est aussi la transformation de nos modes de vie. Il y a un véritable problème aujourd'hui. Le problème, c'est que nous voulons le beurre et l'argent du beurre. Si nous voulons continuer avec nos modes de vie, eh bien, nous allons continuer à accentuer les inégalités, non simplement dans un pays, mais les inégalités dans le monde, entre les régions du monde les plus pauvres et nous. Parce que c'est vrai que la vie est dure en France, par exemple, mais si vous allez en Afrique, vous allez vous apercevoir qu'on est quand même assez protégé. Donc, c'est vrai que les efforts que nous avons à faire, ce sont des efforts pour améliorer la vie, pour donner un autre sens à nos vies, et en même temps, d'ouvrir un espoir de développement, même si c'est un autre développement, à l'Afrique, à l'Asie, à l'Amérique latine, etc. C'est ça, et c'est pour cela qu'on a besoin d'un espace politique aussi fort que l'Europe. Alors à partir de là, cette construction de la démocratie européenne, moi je trouve que les élections, pas seulement en France,
Les élections européennes sont des élections nationales. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est le 3e tour ou le 4e tour d'une élection nationale. Moi, je serais pour que on a 753, maintenant j'ai appris ma leçon, 751. Je ne sais pas pourquoi j'ai toujours 2 députés européens en trop dans ma tête. Bon, 751 députés. Moi, je propose, enfin pas moi, on a proposé à certains qu'il y ait 500 députés pour l'instant comme transition élus au niveau national et 250 députés, 251 députés élus sur des listes transnationales. C'est-à-dire que vous avez une liste des Européens conservateurs, où il y aurait l'UMP, une liste des socialistes européens, une liste des Verts européens, une liste de la gauche radicale européenne, une liste des libéraux centristes européens, et comme ça vous arriviez à imposer dans le débat un débat européen. Quel futur? Quelle politique européenne? Parce que la politique européenne ne se définit pas nationalement, même si, et ce n'est pas le cas, si les 10 députés élus en 90 en France. Ah, ça a baissé, tu vois, moi je suis rétro, ouais, c'est vrai. Bon, les 74 députés français étaient tous d'accord sur la politique à mener. Ils ne sont que 74 face à 751. Donc, la politique européenne, c'est une définition par l'Europe, dans l'Europe, et non pas une définition nationale. Si Marine Le Pen fait 23% en France, si la droite avec Wilders, ils feront, je sais pas, ils auront une 35 députés européens, ils ne vont pas dominer le Parlement européen. Mais c'est la capacité, après des forces politiques, à créer des coalitions. Le Parlement européen est un espace politique où pour arriver à avoir des majorités pour légiférer, il faut être capable de faire des coalitions, donc de trouver des majorités. Et chaque loi doit trouver sa majorité. Donc à partir de là, si vous avez des listes transnationales, eh bien au moins vous avez l'assurance qu'on arriverait tout de suite à un débat européen. Ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y aura aujourd'hui, ce qui est nouveau, c'est que tous les partis européens ont des têtes de liste européennes. Nous, Europe Écologie, ils ont évidemment une femme et un homme, ça c'est la culture particulière, mais les autres ont une tête de liste. Les conservateurs, c'est Jean-Claude Juncker, les socialistes, c'est Martin Schulz, la gauche de la gauche, c'est Tsipras, le grec, et pour les centristes libéraux, c'est Guy Verhofstadt, l'ancien Premier ministre belge. Très bien. Et donc, il va y avoir un débat le 15 mai entre ces têtes de liste à Bruxelles, organisé dans l'enceinte du Parlement européen, qui peut être transmis dans toute l'Europe. Vous voulez me dire pourquoi Antenne 2, chaîne publique, ne retransmet pas ce débat? Vous savez, le problème de la langue, c'est pas une langue. Avec les traductions simultanées, on travaille comme ça au Parlement européen, tout le monde comprendrait. Et au moins, on aurait un soir, en France, un débat européen. Et alors, Antenne 2 répond, mais non, on va organiser un débat avec les chefs de partis nationaux. Et voilà, patatras, on revient à un débat franco-français. C'est là où le bât blesse. Et vous avez aujourd'hui l'impression, quand vous voyez la plupart des listes pour les européennes, que le député européen, c'est un lot de consolation. Vous n'avez pas réussi à être élu à l'Assemblée nationale, donc vous vous appelez Morano, vous vous appelez Mam, vous appelez, et hop, vous allez à l'Europe jusqu'aux prochaines élections nationales. C'est-à-dire, c'est pas une envie d'Europe, c'est simplement, il faut trouver un strapontin. Et quand on veut exfiltrer un secrétaire national du Parti socialiste, Harlem était un bon député quand il était député. À partir du moment où il est devenu premier secrétaire, ça s'appelle au Parti socialiste, premier secrétaire, il aurait dû démissionner de son siège du Parlement européen. Parce qu'on ne peut pas être premier secrétaire du Parti socialiste en France et en même temps être député européen. Ça ne fonctionne pas. Et même, voilà.
Et je crois que c'est en donnant cette idée, justement, du lot de consolation, qu'en fait, on affaiblit l'idée européenne. Donc, pour moi, ce qui est important, c'est que peut-être que pour faire un véritable choc, eh bien, il faudrait que le président de la Commission soit directement élu au suffrage universel. C'est-à-dire que les citoyens européens auraient deux voix, une voix pour les partis politiques et une voix pour le président de la Commission. Et au moins, on aurait au moins l'obligation pour tous les médias, pour tout le monde, d'accepter le fait qu'il y ait un débat européen. Et je vous assure que si le président de la Commission aurait été élu au suffrage universel, je ne serais pas retiré, j'aurais été candidat à cette élection aujourd'hui, aux prochaines élections européennes. Manque de peau, on n'y est pas arrivé. Ce que je veux dire par là, c'est tant qu'on n'arrive pas à créer cet espace public européen, eh bien, les citoyens sont désorientés face à la réalité européenne, parce qu'elle est complexe et parce qu'il n'y a aucune pédagogie et qu'on ne parle de l'Europe quand quelque chose va mal. Good news, no news. Donc quand le Parlement européen décide quelque chose, le roaming par exemple, ou quelque chose de positif, qu'il n'y aura plus de roaming, que vous irez dans 3 ans dans un autre pays européen, vous ne payerez pas plus si vous donnez un coup de téléphone, c'est pas mal. On n'en parle pratiquement pas. Mais alors, s'il y a le moindre petit scandale, on dit l'Europe est très bureaucratique. Franchement, si vous remplissez vos feuilles d'impôt ici en France, ou si vous voyez un peu s'il y avait un problème de construction, quoi, la France n'est pas bureaucratique. Comme s'il y a un espace politique, quel qu'il soit, au niveau municipal, national ou dans un autre pays, était moins bureaucratique qu'effectivement un espace européen qui a ses contradictions bureaucratiques et qu'on peut faire changer et évoluer. Et pour en finir, les États-Unis d'Europe, et maintenant on va parler sécurité. Il y a en Europe, ça mes copains verts, ils n'aiment pas tellement quand j'arrive à ce niveau-là. Oui, j'ai tout. Vous savez, l'Europe, c'est pas facile. Hein. Après, si c'est trop court, on comprend rien. Si c'est trop long, on comprend mieux. C'est comme ça dans la vie. Alors, il y a en Europe 1 800 000 soldats en uniforme. 1 800 000 soldats. Vous pouvez me dire pourquoi faire? Il y en a à peine 70 000 qui pourraient intervenir, par exemple, pour essayer d'aider les Syriens qui sont en train de se faire massacrer. 1 800 000. Une armée européenne, 300 000 soldats, bien équipés. On fait des économies et on a plus d'efficacité. Vous voulez me dire pourquoi on a besoin de 28 ambassadeurs européens à Kuala Lumpur? Pourquoi on ne pourrait pas avoir un ambassadeur européen qui représente les Européens? Alors on me dit c'est trop grand, mais les Américains, ils n'ont bien qu'un ambassadeur. Ils n'ont pas 50 ambassadeurs représentant tous leurs États. Et voilà. Et je veux dire que l'Europe, une Europe fédérale, serait une Europe capable, une Europe efficace et enfin une Europe beaucoup plus démocratique. Parce que le fédéralisme, c'est le contraire du centralisme. Le centralisme, c'est la France. Mais le fédéralisme, tel que je le comprends moi, c'est qu'il y a un espace politique qui se règle au niveau des nations, des États, et un espace politique qui se règle au niveau de l'Europe. Donc c'est pour cela que dans ce débat aux élections européennes, ne vous laissez pas avoir. Ne désespérez pas de l'Europe. L'Europe est en difficulté, mais pas plus que la France, pas plus que l'Allemagne. L'Europe est à l'image de ce qu'on est capable de faire. Et si nous voulons une Europe plus efficace, eh bien c'est à nous de la faire. C'est ne pas se laisser aller. Et la seule chose, le repli national est un mirage. Le repli national serait, dans le monde d'aujourd'hui, une catastrophe pour les citoyens français ou pour les citoyens allemands ou hollandais. Donc c'est ça qu'il faut défendre. Faites attention, quelqu'un vous vend des mirages et vous êtes prêt à proposer un espace démocratique
plus fort et capable de défendre nos libertés. Ça s'appelle l'Union européenne et ça s'appellera demain les États-Unis d'Europe. Merci. Merci à toi. Non, mais... C'est pas qu'on s'ennuie, on pourrait continuer longtemps comme ça, mais on avait prévu et promis qu'il y aurait aussi un temps qui resterait pour une discussion dans la salle, avec Dany et avec également les candidats qui sont présents dans cette salle ce soir, et on les en remercie, qui figurent sur des listes. Alors moi je n'ai pas connaissance d'autres noms, nous avons au moins au premier rang José Bové, qui mène la liste José Bové, et Chloé Filot, qui est la liste Europe Écologie. Je mentionnais les têtes de liste. Et Chloé Filot, qui est sur la liste de Virginie Rosier. Je n'ai pas connaissance d'autres candidats, quoi qu'il en soit. Donc, j'avais 2 missions impossibles. La première, c'était celle d'interrompre pour un moment quelconque Daniel Cohn-Bendit. Mais bon, non, je n'ai pas réussi, tu t'es interrompu tout seul. Et la deuxième, ça va être maintenant d'essayer d'animer le débat avec la salle. Alors, il y a quelques règles du jeu. La première, c'est qu'on a prévu de terminer à 8h15, parce qu'il n'y a rien de pire que les débats qui s'effilochent avec les gens qui s'en vont, etc. La deuxième, c'est que donc, vous prenez la parole, s'il vous plaît, en levant la main, et chacun à votre tour, dans le respect des règles habituelles. 2 micro-baladeurs vont circuler, portés par 2 éminents jeunes militants pro-européens, donc un à droite et un à gauche. Vous levez la main, j'essaierai de vous donner la parole. Ensuite, il y aura forcément des gens qui seront frustrés, mais je vous informe, c'est une deuxième raison qui nous fait adresser tous nos remerciements au Conseil général. Vous aurez la possibilité de poursuivre cette conversation autour d'un pot qui nous est offert au rez-de-chaussée, avec les candidats et avec toutes les personnes qui sont là. Et puis vous pouvez venir demain soir à Montpellier, salle, je ne sais plus comment, mais vous trouverez à 6h30, comment ? À Fernand Pelloutier, salle Fernand Pelloutier, où on pourra continuer le débat avec qui, si les candidats des autres forces politiques veulent venir. Vous êtes l'invité parce que nous, on aime les vrais débats. Voilà. Très bien. Voilà, donc je crois que j'ai fixé à peu près le cadre. Monsieur Rességuier. Bonjour, Nicolas Rességuier, je suis le directeur de la Banque de France, donc une institution indépendante et européenne. Merci beaucoup pour ce discours enthousiaste, ça fait plaisir parce que l'Europe mérite et a besoin de cet enthousiasme que je partage à la fois professionnellement et en tant que citoyen. Je voudrais faire un petit commentaire et vous poser une question. Un petit commentaire sur l'euro pour rappeler, parce que l'Europe malheureusement et l'euro souvent sont mal expliqués. Très concrètement, si on veut expliquer l'euro, les avantages que ça représente pour chacun d'entre vous en 30 secondes, on peut dire tout simplement que l'euro a permis de baisser les taux d'intérêt de vos crédits au moins de moitié par rapport à la période du franc. Donc si vous avez emprunté depuis moins de 15 ans, vous êtes déjà un super bénéficiaire de l'euro. Calculez ce que ça vous coûterait si vos taux d'intérêt étaient 2 fois plus élevés. Et de toute façon, nous sommes tous emprunteurs via l'État. Donc je rappelle qu'aujourd'hui, l'État français emprunte à 2%. À l'époque du franc, dans les années 90, on empruntait à 7%. Un point de plus, c'est 3 milliards d'impôts supplémentaires par an. C'est énorme. Et aujourd'hui, l'Italie et l'Espagne empruntent quasiment au même taux d'intérêt que les États-Unis et l'Angleterre, à 3%. L'Italie et l'Espagne. Donc ça, c'est énorme, parce que ça veut dire que s'ils empruntaient, évidemment, 100 l'euro, ça serait beaucoup plus cher. Donc sortir de l'euro, c'est vraiment le suicide économique, parce que naturellement, la dette en euros, évidemment, il faudra la rembourser en euros, et la monnaie dévaluerait, donc il faudra rembourser plus en capital, c'est la première peine. Et en plus, les taux d'intérêt de ceux qui nous prêtent seraient bien plus élevés, donc ça serait double peine, rembourser plus en capital, payer plus en taux d'intérêt, donc ça serait évidemment une austérité et une rigueur bien plus importante. Alors la question que je voudrais vous poser, c'est l'approfondissement de l'Europe que vous souhaitez, que je souhaite aussi. Comment elle peut passer sur le plan institutionnel ? On sait bien qu'à 28, c'est pas évident, donc il y a un certain nombre de voix qui s'élèvent de plus en plus pour dire il faut avancer dans l'intégration européenne avec un petit groupe, peut-être le groupe de l'euro. Et est-ce que ça vous paraît crédible et souhaitable qu'au sein du Parlement, il y ait une sorte de Parlement euro qui s'instaure, qui s'autodéclare pour pouvoir justement avancer plus rapidement dans l'intégration européenne ? Juste, je voudrais rappeler que l'intérêt de ce moment que nous ouvrons maintenant, c'est d'avoir un dialogue donc, avec Dany, bien sûr, on a la chance de l'avoir, mais aussi avec les candidats qui sont là, et puis évidemment un dialogue au sein de la salle. Si des personnes veulent exposer leur point de vue, ils y sont évidemment les bienvenus. Qui veut répondre sur la question de l'euro ?
Oui, c'est un débat, d'ailleurs, qu'il faut dire que dans tous les groupes politiques, qui n'est pas tranché. Mais il y a des groupes en Allemagne et en France qui posent justement cette question. On va aller dans cette direction. Alors moi, fondamentalement, je suis pour une refondation de l'Europe où il n'y aurait plus de opting out dedans-dehors. Hein, l'Europe se définirait par une monnaie commune, une politique sociale convergente qui arriverait à une politique commune, avec une politique industrielle commune et avec une politique étrangère commune, une armée commune, etc. Donc ça, c'est à long terme. Aujourd'hui, je crois que vous avez tout à fait raison. Il faut contrôler démocratiquement l'exécutif européen, c'est-à-dire ceux qui gèrent l'euro, et pour cela, la proposition qui est avancée de faire un sous-groupe, alors moi je dirais par exemple une commission de l'euro, où il n'y aurait que des députés des États de l'euro, qui auraient au moins la possibilité d'imposer la transparence sur la politique de l'Eurogroupe, et d'imposer la transparence aussi sur les décisions, par exemple, de l'euro, de la zone euro face à la Grèce ou à d'autres pays. Je crois que ça aurait été... Parce que moi, j'ai été très étonné quand l'ex-président de la zone euro, Jean-Claude Juncker, quand il a fait son discours de candidat à la présidence de la Commission chez les conservateurs européens, il a dit « Je veux une Europe plus sociale ». Très bien, Inch'Allah. Mais ce que je voudrais savoir, ce qu'il a fait quand il était président de l'Eurogroupe. Parce que quand il était président de l'Eurogroupe, il avait la responsabilité d'une politique que maintenant il disait qu'il n'était pas tout à fait sociale. Donc, oui, il faut aller dans une période transitoire, il faut aller vers une, gestion démocratique de l'euro. Et surtout, il faut arrêter avec ces groupes, ce groupe qui défend la politique, par exemple, définit la politique en Angleterre, c'est-à-dire un représentant de la Commission, un représentant de la Banque centrale européenne et du Fonds monétaire international, qui n'ont aucune légitimité démocratique. Il faut que telle position soit assumée par la Commission et contrôlée, par exemple, par une commission de l'Eurogroupe. Ça, c'est ma position à moi. Je sais que d'autres pensent qu'il faut que ça soit tout le Parlement, ce qui, d'après moi, serait difficile. La question la plus difficile, c'est qu'est-ce qu'on fait des pays qui ont dit qu'ils veulent rentrer dans l'euro. Par exemple, la Pologne. Alors, il faudrait, moi, dire ils peuvent participer à cette commission contrôle quand ils disent en quelle année ils vont rejoindre l'euro. Mais repousser au calendrier grec et en même temps vouloir participer aux décisions, ça ne va pas. Mais c'est vrai qu'il n'y a aucune raison que l'Angleterre, qui ne veut pas participer à l'euro, mais profiter par la City, en fait, de la force de l'euro, qu'elle définisse les politiques de l'Eurogroupe. Là, je crois que c'est pour ça qu'il faut trouver une solution telle que je la propose, mais il y en a d'autres dans le circuit. Merci. D'autres questions ici ? Dorian ? Oui, bonjour. Vous avez parlé d'une faiblesse démocratique d'une des institutions qui est la Commission européenne, puisque son président n'est pas élu au suffrage universel. Moi, je voudrais pointer une autre faiblesse, qui est le rôle des lobbies industriels et économiques, tant au niveau de la Commission qu'au niveau du Parlement, qui sont une force loin d'être négligeable quand il y a construction, élaboration des propositions de loi par la Commission qui sont ensuite soumises au Parlement. Et ces lobbies industriels et économiques sont une partie de la société, mais ne représentent pas toute la société civile que nous sommes. Et le poids des multinationales et de la force du pouvoir économique dans ces lobbies
n'est pas équitable par rapport à l'ensemble de la société. Les lobbies sociaux, les lobbies environnementaux sont très peu présents. Donc moi je voudrais savoir comment vous pouvez influer et réformer cette situation qui rend leur position qui est complètement inégalitaire au niveau de la représentation sociale des personnes, des citoyens européens. Une réponse de José qui a fait un bouquin là-dessus, et après je le corrigerai. Donc vas-y. Oui, Dany a fait la préface du livre, donc c'est lui il fait le contrôle politique. Bah ouais, maintenant il ne pourra plus puisqu'il n'est plus coprésident du groupe, mais enfin, il continuera quand même, je crois. Non, juste sur cette question des lobbies, il faut savoir, si on reprend l'ensemble des lobbies, c'est à peu près entre 12 et 15 000 au niveau de Bruxelles, donc au niveau européen. 70% ce sont les entreprises, 20% les associations environnementales et autres, sociales, etc. Et 10% les lobbies des États. C'est à peu près comme ça que ça se structure. Normalement, il y a un registre des lobbies. Mais toutes les entreprises ne sont pas inscrites au registre des lobbies. Je vais vous prendre juste un exemple. Il y a une super lobby qui s'appelle, Agribio. Agribio, vous voulez dire, ça y est, c'est l'agriculture biologique. Non, ce sont toutes les multinationales qui font des OGM. Mais il y en a une qui n'est pas dedans, c'est Monsanto. Monsanto n'est pas inscrit. Bon, voilà, c'est juste pour donner un exemple. Le problème actuellement qu'on voit arriver de plus en plus comme type de lobby et qui échappe à la législation, ce sont les cabinets d'avocats privés qui travaillent pour les entreprises. Et ceux-là, aujourd'hui, ils échappent à tout contrôle. Et ils disent, même non, au niveau national. Mais partout. Mais donc, ça, pourquoi est-ce qu'ils échappent? Parce qu'ils disent, ah ben non, mais attendez, nous, c'est le secret avec notre client. Et donc, on ne peut pas avoir de transparence là-dessus. Et même les discussions, elles se font en dehors de cadre. Donc, il n'y a pas de raison. Pourquoi, et Dany a raison, aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on parle des lobbies à Bruxelles? Mais c'est parce que c'est le lieu du pouvoir. C'est là où se prennent les décisions. Malheureusement, il n'y a pas d'autres lieux aussi importants. Tous les enjeux pour les entreprises, ou pour les règles, ou pour les standards, ou pour les normes, c'est au niveau européen que ça se joue. Et donc, il y a une véritable bataille. Quand je vois une entreprise comme Tyson, qui est le plus gros groupe de production de viande en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, eux, ils ont intérêt de venir faire des pressions pour faire entrer, par exemple, le bœuf aux hormones. Ils ne vont pas aller dans chaque capitale, ça n'a pas de sens. Ils vont là où se décident effectivement les normes européennes. Et donc la dernière tentative de ces firmes, et je crois que c'est très important à rappeler, c'est qu'ils se rendent compte que la démocratie avance parce qu'il y a de la transparence au Parlement européen. Il n'y en a pas assez au Conseil et à la Commission, même si c'est en train de bouger. Mais leur nouvelle tentative actuellement pour ces entreprises, c'est de passer avec des accords bilatéraux, ce qu'on appelle les accords de libre-échange, parce qu'à l'intérieur de ces accords, et c'est vrai avec celui qui est en discussion avec le Canada et avec les États-Unis, ils ont arrivé à faire passer une loi que si cet accord passait, ça serait absolument dramatique. Cette loi dit dans l'accord, mais c'est mot pour mot, les entreprises pourront attaquer les États ou l'Europe si les règles de ces pays vont contre l'intérêt de leurs investisseurs. Ce qui veut dire que clairement, si des normes environnementales, sanitaires, sociales sont contraires à l'intérêt de l'investisseur, eh bien l'investisseur pourrait saisir un tribunal arbitral qui n'a rien à voir avec du doigt, ce sont uniquement des cabinets d'avocats entre eux qui se discutent, et pourrait faire condamner très lourdement les États ou l'Union européenne. Et là, on en a fini avec le droit communautaire et avec les normes sur lesquelles on s'est battu. Donc là, il y a un vrai enjeu, et c'est vrai qu'il y a un risque de mise en cause. Et c'est pour ça que l'Europe doit rester forte, c'est pour se protéger face à cette attaque des multinationales. Donc il y a un vrai enjeu, ça peut être sur les OGM, je vous ai parlé du bœuf aux hormones, mais ça pourrait être le gaz de schiste, les normes sanitaires, le poulet qu'on lave avec du chlore comme aux États-Unis, etc., etc. Et on peut en prendre plein d'exemples. Ça peut être la directive REACH qui va être attaquée par les compagnies chimiques. On a aujourd'hui une vraie menace qui passe par ce nouveau type d'accord. Et c'est pour ça qu'on essaye au sein du Parlement, mais plus largement, évidemment, dans les États membres, de mobiliser là-dessus et qu'il y ait des collectivités. Il y a déjà plusieurs collectivités
Alors des communes, des régions en France qui se sont déclarées hors accord de libre-échange, justement pour dénoncer cette réalité-là. Donc il y a vraiment besoin là-dessus d'avancer, mais on est capable au niveau européen de le faire. Et je disais ça tout à l'heure devant les journalistes, en Europe, on peut avoir la transparence dans l'ensemble de ce qui se passe à l'exécutif. Je ne suis pas sûr qu'en France, on puisse avoir par exemple les échanges de mails entre Stéphane Le Foll et Manuel Valls. Ou Stéphane Le Foll et la FNSEA. Par exemple. Mais c'était vrai avant, je te rassure. Hein. À Bruxelles, un citoyen ou une ONG peut demander de recevoir les mails qui ont été écrits par M. Barroso à Mme Catherine Day, qui est la secrétaire générale de la Commission, ou à n'importe quel autre directeur de n'importe quelle commission. On a une transparence à ce niveau-là qui est quand même incroyable. En France, je crois qu'on va attendre encore longtemps avant que l'exécutif accepte de jouer de cette manière transparente. Et on peut saisir comme ça, ensuite le médiateur, ce qu'on appelle l'ombudsman au niveau européen, et qui lui peut, à partir de ces éléments de démocratie donnés, faire en sorte de faire condamner tel commissaire ou faire démissionner tel lobbyiste qui s'est infiltré dans la mécanique. Ce qu'on a fait au mois de décembre, on a fait démissionner un chargé d'un cabinet privé français qui travaillait avant la Commission européenne aux affaires légales, et comme il était en même temps l'homme de main de Philippe Maurice pour la négociation de la directive tabac, qu'il était proche de M. Barroso, M. Barroso l'avait fait nommer directeur de la déontologie des commissaires. Non, il faut le rêver, ça là. Eh bien, en saisissant les mails, on a contraint ce monsieur à être démissionné par M. Barroso 3 mois après qu'il est nommé. Donc voilà, ça c'est un exemple très concret comment on peut agir. Et ça, on peut le faire au niveau européen. Au niveau national, c'est pas encore gagné, malheureusement. Oui, c'est ça. Je voulais vous dire, vous avez tout à fait raison sur le problème des lobbies. Si vous dites en même temps que c'est au moins la même chose, sinon pire, au niveau national. Moi, ce qui m'énerve, c'est comme si on fait que l'horreur, c'est le niveau européen, mais au niveau national, alors là, tout va bien. Reprenez le débat, pour vous donner un exemple, sur la régulation des banques, entre l'influence des banques françaises face à Bercy et les reculades de Moscou, et quand même les propositions, malgré les interventions massives des banques européennes, les propositions de Barnier au niveau européen. Et vous voyez que là, eh bien, le Parlement et une partie de la Commission ont mieux résisté au lobby. Il a parlé de REACH. C'est vrai que l'industrie chimique européenne a fait une oppression incroyable. Moi, vous savez, j'étais la présidente de groupe et j'ai vu ce que c'était. Mais quand même, on a réussi à faire passer une régulation sur la chimie européenne impensable encore il y a 10 ans. Donc les deux sont vrais. Je ne veux surtout pas dire, vous avez tort, mais dire qu'au niveau européen, grâce à l'apport d'une culture politique des États nordiques, face à la légèreté sud-européenne sur ces questions, quand même, eh bien, on arrive à une transparence, comme l'a dit José, qui va, je crois, beaucoup plus loin que la transparence qui existe, par exemple, en France. Voilà. Mais les deux sont vrais. Merci. Il y a une question là-bas au fond, et puis ensuite, j'ai noté que vous vouliez prendre la parole. Ce sera fait. C'est noté. Jean-Marc Philibert. Voilà, moi je voudrais rebondir sur ce que viennent de dire José et Dany par rapport à toutes ces normes. Je me pose beaucoup de questions par rapport à l'antinomie entre l'Europe et les politiques locales, où Europe Écologie Les Verts prône une relocalisation de tout ce qui est économie et une relocalisation de la consommation. On a vu toutes les dérives qui sont dues à toutes les normes, et je crois que même c'est un président de la République française, pas celui qu'on a actuellement, mais le précédent, qui avait dit qu'il voulait abolir toutes les normes. Moi, je me pose les questions si on doit continuer à normaliser la vie, si on doit continuer à normaliser l'industrie, et est-ce qu'on ne devrait pas revenir à une échelle bien plus locale pour qu'on puisse suivre, nous, citoyens,
ce qui se fait autour de nous et comment on va manger. Alors, moi je voudrais répondre rapidement. Vous savez, c'est toujours la même question sur la régulation. Si aujourd'hui, et vous la Bretagne est le mauvais exemple puisqu'ils ne le font pas, la régulation européenne sur l'eau, la défense de la qualité de l'eau, si vous laissez ça au niveau régional, elle ne se fait pas. Parce qu'il y a l'intérêt régional. Et donc, il y a des conséquences dramatiques. Après, on le voit avec l'exemple de la Bretagne. Je crois que c'est ce que j'appelle la construction, disons, de la démocratie européenne. Il faut trouver un équilibre entre la nécessité d'une régulation européenne, comme il y a 50 ans, il y avait une nécessité de la régulation nationale. Vous ne pouvez pas faire n'importe quoi et chaque ville fait n'importe quoi. Prenez le problème des particules de diesel. Si on n'arrive pas à une régulation européenne, nous n'arriverons pas à nous libérer de ce fléau qui est un fléau pour la santé publique incroyable. Donc, le débat, la discussion, il faudrait dire quelle norme, vous dites, ne doit pas être une norme européenne et quelle norme doit être une relocalisation. Une relocalisation, disons, de certaines entreprises, ça ne veut pas dire une relocalisation des normes. Ce n'est pas du tout la même chose. Si vous avez aujourd'hui, par exemple, chaque citoyen européen, où qu'il achète, ce qu'il achète, veut les mêmes garanties sanitaires. Donc, si vous n'avez pas un cadre européen garantissant, disons, la même qualité sanitaire des produits, vous ne pouvez pas les exporter dans le marché parce qu'on me fait croire que la majorité des producteurs peuvent vivre que localement. Oui, il y a des tas de produits et il y a un échange, les circuits courts et tout ça. C'est une des nécessités. Mais l'autre nécessité, moi je donne toujours le même exemple des viticulteurs dans la région. Là, près de la région où moi j'habite, là, à Loret, c'est-à-dire à la frontière entre le Gard et l'Hérault, eh bien, il y a une coopérative de vin qui a vendu 100 000 litres de vin en Chine. Ce qui est pour eux un gain qu'ils ne pouvaient pas réaliser au niveau local. Est-ce qu'on doit leur interdire? C'est-à-dire que la vie de tas de viticulteurs, c'est pour la consommation locale et pour l'exportation. Donc il faut trouver une régulation qui permette les deux. Mais de croire que de revenir qu'à un niveau local, vous faites effondrer votre économie. Vous faites effondrer. Pourquoi au niveau local? En ce qui concerne, prenez les énergies renouvelables. Dans le sud de la France, il y avait encore, jusqu'à 3 ans, moins d'entreprises pour les panneaux solaires, mon exemple, qu'en Suède. Comment vous l'expliquez ça? Par la régulation européenne? Non, par le fait que la France, et au niveau local, a complètement loupé le virage de la modernisation écologique. Et que je crois que c'est aussi grâce à l'Europe qu'il y aura un virage écologique pour toutes les régions européennes. Voilà, j'en suis persuadé. Une réaction de Chloé Filot, avant de donner la parole à quelqu'un là-bas. On va essayer comme ça. Simplement pour dire 2 choses. Moi, je suis d'accord sur le fait qu'effectivement, l'Europe a encore des progrès à faire, notamment en matière de démocratie. Mais simplement, je tenais quand même à redire à quel point on était quand même à un tournant. Là, actuellement, on est à un tournant. Cette année, je suis Chloé Filot, donc je suis sur la liste donc Choisir notre Europe qui est menée par Virginie Rosière, qui est donc du PRG, et Éric Andrieux, qui est donc du Parti socialiste. Voilà, pour être tout à fait clair.
Donc je disais simplement que j'étais d'accord sur le travail qui reste à faire en matière de démocratie en Europe. Cependant, je voulais revenir sur le fait qu'on a actuellement quand même cette année une sacrée marche qui a été franchie, puisque suite au traité de Lisbonne, on va quand même se retrouver cette année dans une situation où pour la première fois le Conseil des chefs d'État va devoir même tenir compte du résultat de l'élection qui va se produire donc le 25 mai prochain. Je le dis pour tous, il faut le rappeler, c'est le 25 mai, c'est un seul jour, un seul tour. Et donc ils vont devoir tenir compte de cette élection pour faire une proposition, donc d'un président de la Commission. Donc je le dis clairement, en ce qui nous concerne, notre candidat, donc je l'ai là, c'est Schulz, Martin Schulz, et il y a un candidat pour les conservateurs qui sera Jean-Claude Juncker, dont Daniel Cohn-Bendit a parlé tout à l'heure. Pour les écolos, je le dis, donc le candidat, donc la candidate et la seule femme, la candidate, c'est Ska Keller, et donc en binôme, si j'ai bien tout compris, avec José Bové présentement ici. La question est, on va avoir un résultat qui, selon les sondeurs européens, nous donne. Alors, je me méfie beaucoup des sondages, mais néanmoins, on devrait avoir quelque chose comme ça va se jouer à 15 députés européens près, sur l'ensemble des députés élus sur tout le continent. Très logiquement, donc soit le PPE, donc le groupe des conservateurs, soit le groupe donc des socialistes et des progressistes sera majoritaire à l'issue de ce vote. J'entends que donc il y a les Verts qui vont devoir se prononcer puisqu'ils ne seront pas majoritaires. J'ai lu une interview de Ska Keller cet après-midi qui disait qu'effectivement elle pourrait être amenée à se prononcer en fonction des options qui seraient retenues par les uns ou par les autres au regard donc des grandes problématiques des Verts. Et j'aimerais savoir donc s'il est donc imaginable que à un moment donné José Bové et Ska Keller soient en mesure de se prononcer pour Martin Schulz. Je voudrais également dire puisqu'on a parlé boutique tout à l'heure sur la question, mais je m'attendais à être habillée pour l'hiver par les Verts, donc voilà, je vais faire avec. Simplement sur la question de la PAC, je voulais quand même juste dire, et j'en ai échangé là avec José, qu'effectivement il nous a manqué 2 voix pour le plafonnement. Il nous en a manqué 2, il nous a manqué celle de Jean-Luc Mélenchon, ça c'est clair, il nous a manqué celle de Marine Le Pen, ce qui m'étonne moins. Je voudrais seulement dire quand même qu'en ce qui concerne la PAC, là c'est très boutiquier, mais comme ça a été abordé, je vais le dire, j'aimerais quand même que dans cette assemblée, il soit donné quitus sur le fait que la nouvelle PAC a quand même clairement réorienté les aides en faveur des éleveurs au détriment des céréaliers, et qu'elle essaye de construire une PAC définitivement plus jeune, plus verte et plus redistributive. Et j'aimerais que là-dessus au moins on soit d'accord. Merci. Je voudrais juste dire... Il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole et je fais attention à l'heure. Je veux que tout le monde connaisse le problème de la majorité. La majorité nécessaire pour élire un président de la Commission au Parlement européen sera environ de 470. Jamais les écologistes, plus les socialistes, quels qu'ils soient, s'ils ont le nez devant ou pas, plus la gauche unitaire, c'est pas sûr, et les libéraux n'arriveront à 470. Donc, pour être sincère avec les électrices et les électeurs, nous allons, pour la présidence de la Commission, vers une grande coalition entre les 2 forces politiques. Il faut être sincère. Si on vous dit, si vous avez 60 ou 70 députés écologistes, on ne fera pas la majorité avec la gauche. Et il y a les libéraux qui sont quand même économiquement très néolibéraux, pour y arriver. Donc ça, c'est vrai qu'il y a cette élection, mais il y a ce problème. Et pour la droite, c'est le même problème. Jean-Claude Juncker, s'il a le nez, s'ils ont 10 ou 15 députés d'avance, ne pourra jamais faire une majorité avec les anti-européens de droite, que ce soit les Anglais, que ce soit les... Donc il n'aura pas de majorité. Donc le débat au Parlement européen, je te souhaite d'être élu, tu verras, il sera
très très intéressant et très compliqué pour faire émerger une majorité. C'est tout ce que je voulais dire pour qu'on soit sincère, parce que tout le monde ne connaît pas les finesses politiques et les problèmes de la majorité. Non, le monsieur devant avait demandé la parole plus tôt, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On est ensemble ? Ah bon, pardon. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas mes lunettes. Donc, je vous demande, on avance, l'heure avance très vite. Je vous demande d'être bref, aussi bien dans vos interventions que dans vos réponses. Sinon, il y aura beaucoup trop de frustration et ça, on ne saura pas le gérer. C'est pas vrai, c'est pas grave, on reviendra. Oui, je serai brève. Bonjour à tous. 3 choses. La première, voilà, je me présente, je suis Anne-Catherine, du parti Nouvelle Donne, fondé par Pierre Larouturou. Je voudrais saluer, avec énormément de respect, José, Daniel, parce que ça fait 25 ans, 30 ans que je suis la politique, et on a souvent eu l'occasion de désespérer. Et vous deux, vous êtes parmi les grandes figures qui nous avaient permis justement de ne pas désespérer, justement de continuer à croire à la politique. Donc déjà, un énorme merci. Deuxièmement, ich bin eine überzeugte Europäerin. Ich bin Französin und ich bin Deutsche. Et je voudrais saluer ces messieurs allemands à côté de nous, qui sont des jeunes diplomates allemands, et dont, dans le fil de ton discours, j'espère qu'ils deviendront des diplomates européens. Troisièmement, on n'a pas parlé du TAFTA. Je vous ai entendu tout à l'heure, ou je t'ai entendu... José en a parlé. Oh, José en a parlé. Pardon, j'ai eu une vilaine absence. Excusez-moi. Il a pas appelé, il a appelé ça libre-échange, mais c'est la même chose. D'accord ? Effectivement. Ok. Juste pour demander pourquoi, s'il y a de la transparence dans l'Europe, pourquoi le TAFTA se fait dans le dos des citoyens européens ? Et où en sommes-nous sur ce point-là ? D'accord. Alors 2 choses. D'abord, pratiquement, ce sont 2 députés allemands qui ont mis sur le site la première proposition de négociation de la Commission. Donc ce sont nous, on l'a rendu public. Le problème, et tu as raison, le problème qui est complètement aberrant maintenant. Hein, c'est-à-dire que aujourd'hui, la Commission se défend et De Gucht se défend, dit si on rend public la feuille de route de négociation, eh bien, on dira aux Américains où on veut en arriver. Alors, autant de NSA où ils savent complètement tout, c'est absolument ridicule. Hein, parce que tous les débats de la Commission, évidemment, ils le suivent en direct, sans problème. Donc, tu as raison, c'est un des combats qu'on mène, que soit rendue publique la feuille de route de négociation de la Commission européenne dans ces négociations. On est d'accord là-dessus. Et on se bat. Et d'ailleurs, la deuxième feuille de route, dès qu'on l'aura, on la publiera aussi, c'est moins illégal que le fauchage à un certain moment d'OGM, c'est un petit peu illégal, mais je crois que ça ne sera pas un grand problème. Ok ? Je voudrais dire, j'ai oublié quelque chose, je voudrais faire en 1 minute, 2 minutes, parce elle a parlé de diplomates allemands. Moi, il y a des débats en France sur la citoyenneté française, il faut défendre la citoyenneté française. Je vais vous poser une question. Moi, je suis pour Erasmus, les programmes Léonard, etc. C'est-à-dire, je suis pour que l'Union européenne paye pour 2 millions de personnes chaque année européennes de pouvoir travailler entre 6 mois et 1 an ou étudier dans un autre pays européen. Donc, imaginez que ça se fasse. 2 millions de personnes chaque année. Statistiquement, sur ces 2 millions, 30% vont tomber amoureux dans un autre pays. C'est la vie. C'est comme ça. Hein ? Je ne sais pas pourquoi elle est franco-allemande, mais ça doit être une histoire similaire. Hein ? Bon. Imaginez, je vous donne un exemple. Une jeune Hollandaise fait des études de droit. Ses parents sont d'origine turque. Mais elle est née en Hollande, elle est hollandaise, fait des études de droit et va à Montpellier ou à Nîmes 1 an pour continuer ses études, 1 an en France. Elle tombe amoureuse d'un jeune d'origine algérienne qui fait des études de médecine à Montpellier. Tombe amoureux et ils ont un enfant.
Cet enfant, il est quoi? Il est turc? Il est hollandais? Il est français? Ou il est algérien? Il est européen. Nous défendons la possibilité d'avoir une citoyenneté européenne sans passer par la citoyenneté nationale, et on votera dans le pays où on habite. Je trouve que ça, c'est une perspective européenne très importante. Merci. Alors, j'ai 3 prises de parole qui ont été demandées là, ce monsieur. Non, il faut passer. Monsieur Jean-Jacques et Rudiger. Allez, à vous. Antoine, ici. Bonjour et rebonjour pour José, puisque en tant que représentant du groupement hippique national, j'ai eu le grand plaisir de le recevoir dans un centre ECA ce matin et sur le terrain. Chose qui est très importante aussi, c'est le terrain, la vie des gens. Je ne vais pas reparler de cheval, vous épargnez ça, il y en a peut-être qui ne sont pas intéressés par ça, et c'est vrai que ça a été suffisamment médiatisé, je l'espère, l'hiver dernier, et il faut quand même savoir que c'est la première fois que notre profession agricole sortait dans la rue. On est agriculteur en France depuis 2005, a priori on n'est pas encore agriculteur en Europe. Le problème venait, d'après le gouvernement français, peut-être que Chloé Filot, qui est ici, proche de Stéphane Le Foll, pourra me répondre aussi. Le gouvernement français nous dit c'est de la faute à l'Europe. La Cour de justice européenne nous a condamnés. L'Europe, en allant voir ses méta, nous dit c'est de la faute à la France. Donc l'incompréhension aussi du citoyen que je peux être, basique, lambda, ça pousse aussi à ne pas comprendre le fonctionnement, pas comprendre le rapport de force entre un gouvernement et l'Europe qui impose quelque chose. Une directive TVA qui, en effet, est bancale, devrait être révisée rapidement. Inclure l'ensemble de la filière cheval, y compris les circuits courts que nous sommes, dans une véritable PAC, et pas simplement les éleveurs. Voici les enjeux, et je remercie encore d'être sur le terrain et de débattre avec vous. C'est un grand plaisir. Je précise quand même que demain, nous allons rencontrer Éric Andrieux à Narbonne. C'est vrai que, tu l'as dit, Dany, l'Europe se fait aussi entre parties de façon à faire avancer le schmilblick. Merci. D'ailleurs, quand il y avait votre conflit, il y a par exemple Chantal Joanneau au Sénat, qui fait partie non, elle fait partie de l'UDI. Oui, elle devrait être chez nous, mais bon, ça c'est autre chose. Hein. Non, je veux dire, c'est vrai qu'il y a des combats qui ne sont pas des combats partidaires comme ça. Voilà, tu as tout à fait raison. Ici, Jean-Jacques. Dorian, qui c'est qui a le micro là? Oui, j'ai le micro. J'ai le micro. Jean-Jacques Smets, je fais partie de la Maison de l'Europe. J'ai 2 questions pour Dany. La première, je crois que vous avez fait 4 mandats comme député européen, 2 comme élu en Allemagne et 2 comme élu en France. Quel bilan comparatif, si c'est possible, peut-on tirer de ça? Et ma deuxième question, on a parlé tout à l'heure des lobbies. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait que le Comité économique et social européen est un lobby d'intérêt général ou pas? Vous savez, moi, ce qui m'a permis d'avoir cette idée de l'intérêt commun européen, c'est justement qu'après avoir été élu en alternance en Allemagne, en France, en Allemagne, en France, il m'était difficile de dire je défends l'intérêt de l'Allemagne ou de la France. Et je crois que c'est ça le rôle du député européen, c'est de défendre, d'essayer de trouver, de définir l'intérêt commun européen. Que les gouvernements au niveau du Conseil défendent l'intérêt national, c'est normal. Ils ont été élus pour ça. Mais l'équilibre démocratique et institutionnel, c'est entre un Parlement qui doit... Mais malheureusement, souvent, ce n'est pas le cas. Moi, ce qui me révolte, c'est quand des forces politiques, ou même des sous-groupes de leurs forces politiques, défendent l'intérêt de leur gouvernement. Pour mettre tout le monde à l'aise sur les lobbies, quand il y a eu la directive sur la voiture, eh bien, tous les députés allemands, de droite comme de gauche, c'est-à-dire socialistes ou conservateurs, ont défendu la position du gouvernement allemand, qui était la position de l'industrie automobile allemande, surtout des grandes cylindrées. Et je veux dire, tant que l'Europe c'est ça, eh bien, l'Europe sera bancale. Alors, et je crois qu'il faut justement, et c'est pour ça que je suis pour les listes transnationales, il faut sortir au niveau de la représentation européenne de la vision simplement nationale. Et l'autre question, c'était sur...
Comité économique et social. Oui, le comité économique et social, oui, ça doit être un contrepoids, puisque le comité intègre, disons, les forces sociales, les syndicats, etc. Et il faut, et ça c'est un bras de fer politique, nous, par exemple, les Verts européens, on reçoit très souvent les syndicats dans des débats, ou les ONG, droits de l'homme, etc. Il faut dire aussi, il faut faire attention sur les lobbies. Hein? Moi, je suis pour des lobbies si c'est transparent. C'est comme ça, c'est la vie. Je suis pour qu'Amnesty intervienne dans le débat européen. Je suis pour que Greenpeace intervienne dans le débat européen. Je suis pour que les syndicats européens interviennent dans le débat européen et fassent du lobbyisme. Mais il faut qu'il y ait, avec l'industrie, il faut qu'il y ait un contrôle, une transparence. C'est vrai, mais il ne faut pas croire que ça se fera sans. On ne peut le contrôler démocratiquement que s'il y a une transparence et surtout s'il y a une transparence sur le financement des lobbies. Ça, c'est une des questions qu'on n'a pas encore réussi à régler. Une des raisons, José l'a dit, par les cabinets d'avocats, etc., parce qu'il faut changer les législations nationales. Parce qu'on arrivera à inscrire les lobbies et tout ce qu'ils font si, par exemple, on arrive à changer la législation pour les cabinets belges de la Belgique. Et ça, l'Europe ne peut pas le faire. Donc c'est un débat aussi au niveau national. C'est-à-dire quelle est la transparence et l'importance des cabinets français et quelle est la législation française sur la transparence nécessaire. Et là, on a encore du boulot tous sur la planche. Merci. Alors, moi, je pense qu'on pourrait donner la parole à Rudiger, qui l'a demandé depuis un moment, dans la mesure où c'est à son entre-gens qu'on doit la chance d'avoir Danny Cohn-Bendit avec nous ce soir. Rudiger, tu as la parole. Et puis, ensuite, il est 8h10. Je propose qu'il y ait quelques mots de conclusion de Frédéric Bourquin. Et puis, on vous passera une petite vidéo qui, par sa fraîcheur, je pense, vous donnera envie, si besoin était, d'aller voter le 25 mai. Je me mets là pour qu'on se voit, parce que ce ne sera pas vu très brièvement. Votre vision, ce sont les États-Unis d'Europe. D'ailleurs, c'est un Français qui a eu cette idée en premier, et c'est la mienne aussi. Et on se trouve en face toujours de la persistance de l'État national avec l'identité. Alors, il y a de nouvelles identités qui se créent sur le plan régional. Il y a de nouvelles forces, nouvelles identités. Comment vous voyez ce jeu entre ces trois niveaux? D'ailleurs, il y a maintenant aussi un comité des régions. Voilà. Mais sur l'identité, vraiment, nous avons tous des identités multiples. D'abord, des hommes et des femmes. Ce sont déjà, sans parler de l'identité régionale, locale, nationale, ce sont d'ailleurs deux identités qui démarrent d'une manière différente. Et puis vous avez des orientations sexuelles différentes. Donc vous avez une autre dimension d'identité. Moi, je défends l'idée que nous sommes la somme, tous les uns comme les autres, d'identités multiples. Et ce qu'il faut défendre, c'est justement, on me dit l'identité nationale. L'identité nationale, c'est quoi? C'est Édith Piaf, c'est Johnny Hallyday, c'est Jacques Brel. Enfin, on fait comme si c'était si simple. J'ai parlé de la Révolution française et des références qu'on peut avoir ou ça. Non. Donc, pour moi, il n'y a aucune contradiction entre quelqu'un qui ressent, disons, une forte identité locale, régionale, et qui s'ouvre à la France ou qui s'ouvre à l'Europe. Le problème, c'est quand on définit une identité prédominante qui annihile les autres identités. Et ça, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, c'est pas comme ça qu'on vit et c'est pas comme ça qu'on fonctionne. Donc, moi, c'est pour ça que je dis que nous vivons dans des sociétés multi-identitaires et multiculturelles et que toutes ces identités ont la même valeur et que maintenant, l'espace démocratique, c'est d'organiser le vivre ensemble de ces différentes identités. Je crois que c'est simple. Merci. Il me semble que
c'est déjà un mot qui a valeur de conclusion et d'encouragement. Je vais passer la parole à Frédéric, qui dira, comme je vais le faire aussi, le plaisir qu'on a à avoir une salle pleine. On souhaiterait que ça soit plus souvent le cas. Et une chose peut-être, en tant que président du Mouvement Européen France, je vous donne rendez-vous pour les Nîmois que vous êtes, les 7, 8 et 9 novembre, puisque nous recevrons ici même à Nîmes l'université d'automne du Mouvement Européen France, puisqu'on nous a demandé de l'accueillir. Mais en attendant, nous avons beaucoup de pain sur la planche, et notamment le 25 mai. Frédéric ? Oui, alors le débat pourrait se poursuivre encore pendant très longtemps, mais je vous propose qu'on le poursuive dans un cadre amical autour d'un pot, ça sera très sympathique. Alors avant que vous alliez vers ce pot, juste quelques petits mots. Nous avons un certain nombre de rendez-vous, parce que cette soirée s'inscrit dans un ensemble de manifestations qu'on va appeler la Semaine de l'Europe. Alors sachez que le 8, nous serons à Bellegarde, au village européen. C'est très sympathique. On vous distribue à l'entrée un petit ensemble de tickets qui vous donnent droit à déguster des spécialités au stand belge, au stand italien, espagnol, etc. Donc ça, c'est le 8 mai à partir de midi à Bellegarde. Le 9 mai, nous inaugurons la nouvelle place de l'Europe à Nîmes. Il y en avait une que vous connaissiez certainement, mais qui a été complètement chamboulée par les travaux du T1, du fameux, ce qu'on appelle trambus, enfin qui est un bus en fait. Cette nouvelle place se situe derrière le Colisée, dans le coin formé par l'avenue de la Liberté et la rue Gaston-Tessier. Sachez qu'à partir de 14h, il y aura des festivités diverses et variées, des danses, un orchestre, des jeux pour les enfants. On veut que ça soit convivial. Et à 18h30, après un hymne européen interprété par une chorale accompagnée d'un orchestre, eh bien, il y aura l'inauguration officielle et on dévoilera notamment une superbe mosaïque qui a été réalisée par des élèves du lycée Mistral qui représente une carte de l'Europe. Donc ça aura lieu à 18h30, mais vous êtes conviés à partir de 14h pour vous amuser, pour vous détendre. Ça, c'est le 9 mai. Et le 10 mai, à Bagnols-sur-Cèze, il y a de nouveau une sorte de village européen organisé par le comité de jumelage qui va être très sympathique à Bagnols-sur-Cèze pour ceux qui habitent dans les environs. Et le 13 mai, nous allons organiser avec des élèves des écoles primaires nîmoises un parcours tchèque dans les rues de Nîmes. Nous emmenons de jeunes élèves encadrés par leurs enseignants, évidemment, et puis par des gens de la Maison de l'Europe, pour découvrir les liens qui existent entre Nîmes et Prague. C'est quelque chose qui est peu connu, mais il y a de très nombreux liens. Et on ouvre par ce fait l'esprit des enfants à l'Europe et à la diversité. Voilà, ça c'est pour le 13. Et puis parallèlement, nous avons une autocaravane ou un camping-car, comme vous préférez, qui va tourner dans l'ensemble du Gard et même aller jusqu'en Lozère, entre le 6 demain et le 23. Et nous allons sur les marchés pour rencontrer les citoyens et parler d'Europe avec eux, leur remettre de la documentation sur les élections européennes et puis répondre à leurs questions. Donc nous serons successivement, enfin je ne vous citerai pas tous les endroits où nous allons aller, mais on va aller à l'Est, à Saint-Jean-du-Gard, à Vauvert, à Beaucaire, etc., etc. Voilà le programme pour le... En attendant, eh bien, je vous propose, si vous le voulez bien, d'aller vous rafraîchir dans une salle qui se trouve à côté. Voilà. Merci de votre attention et merci d'être venus si nombreux. Et merci à Dany. L'Europe.